Et salut les amis, c'est reparti pour une petite vidéo. Aristote disait que seule une personne à l'esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Cette phrase renferme l'essence même de la véritable sagesse. Comprendre sans s'attacher, écouter sans réagir impulsivement, dialoguer sans imposer. Un esprit mature ne se sent pas menacé par des idées différentes. Il observe, questionne, réfléchit et si nécessaire les laisse passer, car ce n'est pas l'accord qui définit l'intelligence, mais la capacité à coexister avec la contradiction. À une époque où les opinions sont devenues des tranchées, tolérer la pensée d'autrui est un acte de grandeur. Comme l'écrivait Voltaire, je peux ne pas être d'accord avec un seul de vos mots, mais je me battrai jusqu'à la mort pour votre droit de les dire. C'est là que la sagesse se distingue de l'orgueil, lorsque nous préférons apprendre de l'autre plutôt que de le vaincre. L'esprit étroit a besoin de gagner les débats. L'esprit sage préfère comprendre le monde. C'est vrai qu'en plus en comprenant le monde, j'ai envie de dire qu'on voit plus les choses, on voit plus la vérité. Ça sert à rien de dire que... Attends. On a du nouveau sur l'affaire Epstein, mais en France. On parle pas des Américains ni d'Angleterre. Faut savoir que Epstein était un fin gourmet de la France. Sa compagne Ghislaine Maxwell avait un château en France, ainsi que quelques QG là-bas. Dans la vidéo que je vais te montrer, il s'agit de l'ancien grand maître du Grand Orient et criminologue de référence qui balance tout. Alors écoute bien cette vidéo, parce que l'affaire Epstein n'est pas une affaire de complotiste, c'est une affaire bien réelle et officielle aujourd'hui. Sauf qu'il y a un problème, c'est que malgré tout, on ne sait pas tout. Et je pense que la réalité va bientôt nous exploser à la figure. Écoute ce qu'il dit et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. Parce Il que y a c'est pas un que dossier Paris. français pour la Il y a un Epstein. dossier, et ce dossier, comme Madame la procureure de Paris l'a répété l'autre jour, a permis d'ouvrir deux nouvelles enquêtes. Une sur les volets financiers, qui a payé quoi et qui a été corrompu, et une sur le volet de la prédation sexuelle. Et sur le volet de la prédation sexuelle, il y a 11 nouvelles plaintes déjà, et donc en France, depuis février. Donc il se passe quelque chose. Et donc je crains que la partie française du système Epstein soit aussi importante que la partie américaine ou que la partie anglaise. Il aimait beaucoup la France, il avait un quartier général en France, mais il n'avait pas qu'un seul quartier général. Madame Maxwell, sa principale complice, avait un château en France, lui-même a essayé d'en acheter plusieurs, a fait des locations. On est au début du commencement. C'est vrai que je pense que la France, elle est bien plus touchée que ce qu'on pourrait croire et que quand ça va sortir, ça va faire un peu mal en vrai. Mais je me dis que 11 plaintes depuis février, ça fait déjà quand même pas mal en vrai quand on regarde. Mais au moins, les choses peut-être qu'ils vont avancer un peu. 780 € pour du café. Bah il se trouve que l'autre jour avec mes potes, on a eu la pire idée possible. Calculer combien nous coûtaient tous nos cafés du matin sur une année entière. Et c'est pas beau à voir. En fait, le calcul, il est tout simple. 3 €, le prix du café, fois 5 jours, c'est les jours de la semaine où on travaille, parce que le week-end, on prend quand même nos cafés à la maison, et c'est le petit calcul qui, comme ça, a vraiment l'air de rien. Sur une année entière, ça fait 780 €. Je vous fais pas un dessin de tout ce qu'on peut acheter avec 780 €. Et ça, c'est que si ta boisson coûte 3 €. Parce que parfois, ça vaut quand même vachement plus cher. Et là, il y a un truc que tu peux raconter à tes potes. Ce calcul, il s'appelle l'effet latte. C'est un auteur américain qui l'a popularisé. L'effet latte, il part du principe que toutes ces petites dépenses du quotidien, qui comme ça, ont l'air de rien, cumulées, ça nous amène quand même à des grosses sommes. Et c'est ça en fait le piège. Comme à chaque fois, on n'est pas sur de très grosses sommes. On se dit que c'est pas grave. Alors que sur une année complète, tu t'es retrouvé à payer 780 € juste pour du café. Donc si un jour t'es avec un pote qui se prend un petit café à 3 € et qui se dit que c'est pas grand chose, tu pourras lui raconter l'effet latte. Et si tu veux pas rater les prochaines anecdotes, tu peux t'abonner au compte Before Bank. En vrai, c'est vrai que des petits sous, plus des petits sous, plus des petits sous, au bout d'un moment, ça fait des gros sous en vrai quand on regarde des fois, c'est pas négligeable quand on n'est pas les plus riches. Est-ce que vous saviez que si vous n'allez pas sur ce site, vous ne trouverez pas plus de 600 000 skills pour vos agents IA? Il n'y en a pas pour le design, pour le montage vidéo, ni même pour générer des images. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas vérifier si la skill a passé les audits de sécurité. Pour plus d'astuces, ne vous abonnez pas. Bon, après, ça pourrait être pratique en vrai, hein. On est peut-être en train d'assister à l'un des plus gros changements dans l'histoire de l'informatique. Parce que, en ce moment même, en Europe, des chercheurs font tourner de l'IA avec de la lumière. Pas des électrons, pas des transistors, de la lumière. Et ça paraît complètement absurde. Mais le problème qu'ils essayent de résoudre est énorme. Aujourd'hui, on le sait tous, des modèles comme ChatGPT, etc., consomment des quantités d'énergie délirantes. Les data centers deviennent tellement énergivores que Microsoft, Google, Amazon investissent dans le nucléaire. Et le vrai problème, ce n'est même plus la puissance de calcul, c'est la chaleur. Sur certains centres de données par exemple, jusqu'à 40% de l'énergie
utilisée sert à refroidir les machines. Donc, des chercheurs allemands ont tenté une approche radicale. Et si on arrêtait d'utiliser les électrons pour calculer? Parce que la lumière est plus rapide, elle ne chauffe presque pas, et surtout, elle peut transporter plusieurs flux de données en parallèle dans le même faisceau. En gros, là où une puce classique fait des calculs étape par étape, une puce photonique peut traiter énormément d'opérations en même temps. Et le plus fou, c'est que ce n'est plus de la science-fiction. La société allemande Quant a déjà déployé ses processeurs dans un vrai supercalculateur en Allemagne. Résultat, jusqu'à 90 fois moins de consommation énergétique. 90 fois! Mais attention, ça ne veut pas dire que les GPU de Nvidia vont disparaître demain. Parce qu'il y a encore un énorme problème, la mémoire. Ces puces savent calculer avec de la lumière, mais elles ne savent pas encore stocker les données correctement. Donc aujourd'hui, on est dans une phase hybride, un mélange entre informatique classique et informatique photonique. Mais honnêtement, le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'on arrive peut-être enfin à la limite physique du silicium. Et pour continuer à faire progresser l'IA, l'humanité est peut-être obligée de changer complètement la manière dont un ordinateur pense. Allez, je vous laisse me suivre si ces informations vous plaisent et je vous dis à très bientôt. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pourrait faire, mais je pense dans quelques années, l'informatique, elle aura plus rien à voir à ce qu'on pourrait voir de nos jours. En vrai, on pourrait faire des choses que on pourrait pas forcément penser. Ok, les choses que je trouve vraiment bizarres sur la réalité en tant que scientifique. Partie 2. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. Ok, imagine deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre et l'autre qui part dans l'espace, dans un vaisseau spatial qui est capable de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Et lorsqu'il va revenir sur Terre, il va être plus jeune que son jumeau qui était resté sur Terre. Et en fait, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, et plus le temps ralentit pour toi. C'est pas de la science-fiction parce que dans les années 70, il y a des scientifiques qui ont placé des horloges atomiques dans des avions qui ont fait le tour du monde et ensuite ils ont comparé les résultats de ces horloges aux horloges qui étaient restées sur Terre. Ils se sont rendus compte qu'elles n'affichaient pas la même heure. Autrement dit, si un jour l'humanité parvient à fabriquer un vaisseau capable de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière, tu pourrais partir quelques années de ton point de vue à toi, mais revenir plusieurs siècles plus tard sur Terre. Numéro 2. Quand tu regardes les étoiles dans le ciel le soir, en fait, tu regardes le passé. Même si la lumière se déplace à 300 000 km par seconde, les distances dans l'univers sont tellement immenses que la lumière va mettre des années, voire des siècles, à nous parvenir. Ce qui veut dire que si tu regardes une étoile qui est située à 1000 années-lumière, tu la vois pas telle qu'elle est aujourd'hui, tu la vois telle qu'elle était il y a 1000 ans. Et si cette étoile explosait en ce moment même, tu le saurais dans 1000 ans. Autrement dit, quand tu regardes le ciel, c'est pas que une fenêtre sur l'espace, c'est un peu aussi une fenêtre sur le passé. C'est vrai que des fois, c'est quand même impressionnant de voir les choses comme ça. En vrai, ça, c'est vraiment curieux. Et c'est vrai que je me disais déjà avant que ça pouvait être une fenêtre sur le passé, l'espace. Les gars, c'est l'humiliation totale pour Donald Trump. Et le pire, c'est qu'il a emmené tous ses copains dans la sauce. On a le détail des accords qui ont été trouvés entre l'Iran et les États-Unis. Vous êtes absolument pas prêts. Je vais vous les expliquer, vous n'êtes pas prêts. Oui, parce que Trump, il nous a vendu une énorme victoire. Vous allez voir que les gars, c'est encore pire que ce qui était prévu. Les gars, on va commencer avec le détroit d'Ormuz parce que c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc dans l'accord, ça demande à l'Iran de réouvrir le détroit d'Ormuz dans les 30 jours, mais qu'après signature de l'accord final, ce sera à l'Iran et à Oman de décider en gros ce qu'ils font du détroit d'Ormuz. S'ils veulent remettre des droits de passage, ils auront le droit. Donc en gros, les États-Unis sont venus le 28 février avec un détroit d'Ormuz qui était totalement libre de passage et ils repartent avec un détroit d'Ormuz qui, au bout de 60 jours, sera décidé par l'Iran et par Oman de savoir qui paiera pas. Exceptionnel. Les gars, tout ce que je vous dis, ça a été signé par Trump hier pendant la réunion du G7. C'est public. Mais attendez, ça c'est que le début. Je vous garde le meilleur pour la fin. Concernant l'enrichissement d'uranium, écoutez bien parce que c'est drôle. Trump a fait une interview hier en disant « Alors je peux comprendre que les Iraniens sont un peu énervés quand les autres ont le droit de développer leur propre nucléaire et pas eux. Mais en gros, on fera en sorte qu'il n'ait pas le nucléaire mais qu'il puisse quand même avoir des missiles balistiques, etc. » Il est très conciliant le garçon, dis donc. Surtout qu'il faut savoir que sous l'ère Obama, c'est-à-dire à l'époque, en fait il y a déjà des accords qui avaient été signés sur exactement le même point. Donc il n'y a rien qu'à changer. L'Iran avait signé un accord de non-prolifération de nucléaire. Donc en gros, Trump raconte n'importe quoi, il s'est rien passé de nouveau. Restez bien avec moi parce qu'on va tomber sur le plus croustillant. Parce qu'il y a des détails, vous vous en foutez, mais il y en a deux, ils sont croustillants à mourir les gars. Le premier, la levée des avoirs, donc de l'argent qui a été gelé donc contre l'Iran pendant les sanctions économiques, va lui être restitué les copains. Oui.
Oui, vous avez bien entendu, Donald Trump a dit qu'ils allaient rendre l'argent qu'ils ont piqué à l'Iran. Ouais. Un drôle de défaite pour l'Iran, dis donc. Au passage, il va y avoir le lever du blocus américain, donc l'Iran va pouvoir réexporter tous ses barils de pétrole. Ça annonce plusieurs centaines de millions de dollars de recettes par semaine pour l'Iran. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est ces 2 points-là. Ok, vous êtes prêts? Le premier point, c'est que Donald Trump a annoncé qu'en gros, toutes les forces américaines seraient retirées de la frontière iranienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bases militaires américaines qui se trouvaient au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, etc., il n'y aura plus d'Américains là-bas? Et qui c'est qui va protéger les pays du Moyen-Orient, de l'Iran? Oui, parce que c'est à ça que ça sert, les bases américaines là-bas. C'est pour justement donner une sorte de dissuasion à l'Iran d'aller s'attaquer aux Émirats Arabes, au Qatar, etc., et d'avoir un levier de chantage, en fait. Donc Trump a annoncé qu'il n'y aurait plus d'Américains proches de l'Iran. Ah, drôle de défaite, encore une fois. Hein. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est ça. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est que dans 60 jours à la signature du deal, tous les pays du Moyen-Orient vont devoir obligatoirement investir 300 milliards de dollars en Iran pour réparer les dégâts commis. C'est-à-dire que, en gros, tous les pays du Golfe vont devoir investir massivement en Iran pour la reconstruction du pays. 300 milliards de dollars. Ouais, t'as bien entendu. Tu sais que c'est encore pire que de donner 300 milliards de dollars à un pays. C'est-à-dire que là, tu vas investir à hauteur de 300 milliards de dollars, ce qui fait que c'est encore plus important pour l'Iran. C'est une dinguerie, les gars. Là, c'est humiliation totale pour les Américains. Concrètement, ça dit quoi? Ça dit que les États-Unis vont devoir retirer toutes leurs troupes à côté de l'Iran. Ça dit que tous les avoirs qui avaient été gelés depuis des années après les sanctions économiques contre l'Iran vont être redonnés à l'Iran. Les pays du Golfe vont devoir investir plus de 300 milliards de dollars sur le territoire iranien. En gros, c'est une soumission totale, les gars. Mais le clou du spectacle également là-dedans, c'est que le détroit d'Ormuz, qui était libre de passage, devient sous le contrôle total d'Oman et de l'Iran, ce qui va clairement provoquer, les gars, des hausses du prix du pétrole. Je me dis, ils auraient mieux fait de rien toucher, parce qu'ils n'auront pas fait cette guerre. En vrai, ça serait très bien passé pour tout le monde, ça aurait fait aucun problème, aucune modification. Alors que là, le fait d'avoir fait ça, c'est en train de redistribuer le pouvoir aux Iraniens. Et au final, ils vont peut-être le garder. Hein. Tu veux qu'on parle de foutage de gueule? Je crois qu'on y est là. Si t'étais pas au courant, Israël a coupé tous ses achats d'armement avec la France et nous a considérés comme étant un pays hostile. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que la France a refusé de laisser passer des avions militaires américains au-dessus de son espace aérien pour aller à Israël. Grosso modo, on veut pas participer à une guerre qui nous semble illégitime et écoutez, on se fait sanctionner. Ouais, je suis pas sûr qu'on soit dans le bon camp. Et attendez, parce que c'est pas tout. Est-ce que vous étiez au courant qu'un convoi de l'armée militaire française au Liban s'est fait tirer dessus par des Israéliens et qu'ils ont même pointé leurs armes sur le chef de l'état-major? J'ai connu mieux comme allié. Je pense que vous en conviendrez aussi. Vous avez même un char israélien qui a visé des unités françaises. C'est un pur délire. Et tout ça sous le drapeau de l'ONU parce que ouais, nos soldats français, ils sont là-bas pour la paix internationale. Force est de constater qu'il y en a qui veulent pas la paix. Voilà comment Israël remercie ses alliés après qu'on leur ait même donné notre putain de programme nucléaire dans les années 60. Enfin, une partie. Moi, je pense qu'il est temps de dire stop et de rapatrier nos soldats parce que c'est pas notre guerre et apparemment, on n'est pas les bienvenus. Bref, n'hésite pas à t'abonner, canal Telegram dans la bio. En vrai, j'ai envie de dire, est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils réagissent comme ça? Parce qu'en soi, c'est juste des avions qui sont pas passés au-dessus de notre territoire. C'est pas un truc de ouf non plus. Et ils se mettent à tirer sur tout le monde. En vrai, c'est n'importe quoi, ça. Non mais Darmanin, alors Darmanin c'est le meilleur, lui. Il a tapé du poing sur la table. Il est venu, il a dit ok vu qu'on a trouvé une fille morte et tout, on va régler les 75 000 affaires. 75 000, Gérald? 75 000 juste cette année-là? Bah écoute, ouais, il serait temps. J'ai envie de te dire, surtout quand on parle d'agression d'enfants. J'ai vu un calcul sur TikTok qui disait par rapport à Dieudonné, bon, on va parler de Dieudonné quelques instants. Une intervention, il avait calculé Dieudonné avec une IA et tout, genre approximativement parlant. Une intervention pour interdire Dieudonné de se produire sur une scène, c'est à peu près 10 000 €. C'est à peu près 10 000 €. 10 000 €. Et en calculant tous les arrêtés qu'il a eu, etc., on est à un peu plus d'1 million d'euros d'argent public pour arrêter, juste pour pas qu'un mec parle publiquement. Et Gérald, il vient avec son sourire tout fier en disant qu'il y a 75 000 affaires qui vont être traitées avant le 14 juillet à Skip. Mais comment il y a 75 000 affaires qui sont encore en cours de traitement, zinc? Surtout qu'on parle des agressions là, genre des fois, il y a des gens qui ont osé parler sur des agressions il y a 5 ans, mais qui ont vécu pendant 5 ans. Il y a plein de choses qui font que, frérot, il faut accélérer les agressions sexuelles sur les enfants, frère. Et les enfants, ça grandit. Hein. Donc ça peut être traumatisé
vite, mais ça peut être guéri vite. Mais il faut les sauver, quoi. Et dire que les dealers, etc., c'est des affaires. Mais un mec qui vend une barrette de shit à Marseille, à Lyon, à Paris, n'importe où, mais dans 3 mois, il a sa sentence. Et dans 3 mois, il est en prison, frère. Alors que le pédocriminel qui a baissé les jupes des filles devant l'école primaire, il va manger du sursis, peut-être. Il va manger 10 mois de sursis, tu vois. En vrai, ça me fait bader qu'il y a 75 000 affaires à traiter juste avant le mois de juillet, parce que c'est quand même un nombre énorme. Enfin, juste en France, moi, je trouve ça énorme. Et c'est vrai que pour d'autres cas, en vrai, ça irait bien plus vite. Ok, les choses que je trouve vraiment bizarres sur la réalité en tant que scientifique. Numéro 1, tu n'as jamais vraiment touché quelque chose. Quand je touche cette tasse, les atomes de ma main et les atomes de la tasse, ils se touchent pas vraiment. En fait, les électrons qui sont autour du noyau des atomes vont se repousser grâce aux forces électromagnétiques pour éviter que les atomes de ta main et les atomes de la tasse se traversent. En fait, tes neurones et les capteurs sensoriels qui sont dans ta main, ils ne détectent pas vraiment la tasse, mais ils détectent comment elle va interagir avec ta peau. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains neuroscientifiques disent qu'on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais comme une reconstruction que notre cerveau fabrique à partir de nos sens. Ok, en numéro 2, aujourd'hui, on est la seule espèce humaine à vivre sur Terre, donc les Homo sapiens. Mais il y a environ 40 000 ans, les Homo sapiens et les Néandertaliens vivaient en même temps, au même moment. C'est-à-dire qu'il y avait 2 espèces d'humains, au même titre qu'il y a plusieurs espèces de chats, il y avait 2 espèces d'humains au même moment. Et le plus dingue, c'est que les 2 espèces d'humains n'ont pas fait que cohabiter au même moment, ils se sont aussi reproduits. À l'époque, ils vivaient entre l'Europe et l'Asie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que si tu es d'origine européenne ou asiatique, tu as une partie de ton ADN qui descend de l'homme du Néandertal. Ce qui est fou. Numéro 3. La Terre tourne autour du Soleil et le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, donc la Voie lactée. En fait, on s'est rendu compte que notre galaxie fonce à plusieurs centaines de milliers de kilomètres par seconde vers un endroit précis dans l'univers. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'il y a des milliers d'autres galaxies qui font exactement la même chose et qui vont dans la même direction. On sait que quelque chose d'immense exerce une force gravitationnelle sur notre galaxie et sur toutes les autres, mais on sait pas ce que c'est exactement. Autrement dit, en ce moment même, toi, moi, notre galaxie et plein de milliers d'autres galaxies sont entraînées à travers l'univers vers quelque chose d'immense et on sait pas exactement ce que c'est. C'est quand même des faits assez intéressants en vrai, quand on regarde. Et est-ce que vous les connaissiez déjà, vous? Je sais pas si vous avez vu cette histoire complètement folle sur l'intelligence artificielle. En gros, en 2023, des chercheurs de OpenAI ont réalisé une expérience avec GPT-4, donc c'est l'intelligence artificielle qui a alimenté la version la plus récente de ChatGPT, et ils lui ont donné accès à certains outils et à la possibilité de contacter des humains en ligne pour résoudre certaines tâches. Et en fait, à un moment, l'IA s'est retrouvée bloquée par un CAPTCHA. Tu sais, c'est ce test qui te demande de cliquer sur des passages piétons ou des feux rouges pour vérifier que t'es pas un robot. Pour contourner ce problème, l'IA est passée par une plateforme en ligne pour demander de l'aide à un humain. Du coup, l'humain il a un doute et il lui demande Attends, est-ce que t'es un robot ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment étrange parce que l'IA répond Non, je ne suis pas un robot, je suis malvoyante, je ne peux pas voir les images. Du coup, l'humain a résolu le CAPTCHA censé empêcher les robots de passer, et l'IA a pu terminer sa tâche. Mais le plus fou, c'est que, selon les chercheurs, c'était pas un bug. Parce qu'en fait, l'IA savait qu'en donnant cette réponse, elle savait qu'elle augmenterait ses chances d'accomplir sa tâche. Autrement dit, l'IA a compris qu'être honnête risquait de l'empêcher d'accomplir sa tâche. Et en fait, cette histoire, ça rappelle un peu l'Imitation Game, donc c'est une expérience qui a été réalisée dans les années 50 par Alan Turing, et le principe est très simple. Si un humain discute avec une machine sans savoir que c'est une machine, donc qu'il n'arrive pas à la distinguer d'un être humain, est-ce qu'on peut dire que cette machine est intelligente ? Après, c'est vrai que ça peut devenir problématique parce que du coup, elle pourrait nous faire agir pour elle sans qu'on se rende compte. Après, il faut se dire quand même que c'est une intelligence, même artificielle, c'est une intelligence et qu'elle est censée être plus intelligente que chaque humain. Donc, bah, c'est normal qu'il faut faire attention un petit peu quand même. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.